Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline. Je reçois aujourd'hui pour la première fois, et j'en suis ravi, Pierre-Jérôme Biscarat, historien et spécialiste de la période de l'occupation et professeur également pour son livre « Un village sous l'occupation » chez Passé Composé. Bonjour Pierre-Jérôme. Bonjour, merci de l'invitation. Je suis vraiment ravi de vous recevoir parce que votre livre est assez incroyable. Il explore à travers un cas, le village, on dit village, ville Village, sous-préfecture de Belay. Sous-préfecture, voilà, Belay, Belay, oui. Petite sous-préfecture de l'Ain, c'est ça ? Tout à fait. Les réalités de la vie quotidienne, des choix, des engagements des uns et des autres, donc durant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est un livre extrêmement rigoureux, il y a énormément de notes, c'est un livre d'historien, et il reconstitue la façon dont un village français, une sous-préfecture, a vécu successivement la défaite de 40, le régime de Vichy, l'occupation italienne, l'occupation allemande derrière, la tragédie d'Isieux, que vous connaissez bien, et la libération. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher en le lisant de me dire, mais c'est Montaillou, village occitan, mais en 40, quoi. Oui. C'est voilà. Exactement ça, en fait. Oui, on peut dire ça. Vous avez fait un boulot incroyable. Je vous imagine sous des monceaux de courriers, au grand désespoir de mon épouse. Oui, j'imagine. J'imagine. Entre les livres et les archives, ça débordait. Pourquoi Belay ? Pourquoi ce livre ? Alors d'abord, c'est né d'une proposition de Nicolas Grappayen, le directeur de Passé Composé, et puis de son éditrice, Charlotte Baluet, qui m'a accompagné. Et vraiment, je tiens à saluer les éditions Passé Composé et vraiment Charlotte Baluet, parce que ça n'a pas été facile. Moi, j'ai un travail à côté. Et bon, l'écriture, par moments, vous êtes heureux, et puis par d'autres moments, vous êtes un peu désespéré, vous avez l'impression de ne pas y arriver. Et Charlotte Baluet, elle m'a vraiment soutenu, elle a fait des corrections extrêmement fines. Alors, qu'est-ce qu'un éditeur ? C'est ça, en fait, un éditeur. Et je crois que Patrick Cabanel, justement, avec son village sous la révocation de l'édit de Nantes, c'est pareil. On a eu vraiment la chance, moi, c'est ma deuxième collaboration avec les éditions Passé Composé. J'avais publié en 2021 avec Rudi Reichstadt et Alexandre Bande, on avait co-dirigé une nouvelle histoire de la Shoah avec une vingtaine d'auteurs. Ça s'était remarquablement bien passé. Et là, j'ai vu cette proposition, je crois en mars 2023, vous voyez. D'accord. Et puis voilà, et puis ça, le livre s'est écrit. Et alors pourquoi Belay ? Parce qu'il m'avait fait la proposition Un village sous l'occupation, puisque c'est ma spécialité. Évidemment. Et en fait, Belay, parce que moi, il se trouve que j'ai consacré 17 ans de ma vie à la recherche sur les enfants d'Isieux. Et qu'en menant ces recherches, notamment aux archives départementales de l'Ain, j'ai eu beaucoup de documents sur Belay, en fait. Mais que je mettais de côté comme ça en me disant, pas que j'allais m'en servir, mais que pour éclairer forcément Isieux, il fallait que je les garde. On ne sait jamais. Donc voilà, c'est les photocopies. Alors ça prend beaucoup de place. ça va faire 3-4 mètres linéaires. Et puis je me suis dit, mais il y a une histoire. Effectivement, il y a une histoire à raconter. Puis il y a des personnalités. Et j'ai dit banco. Alors, pourquoi un village ? C'est à peu près un peu moins de 5000 habitants. Parce que ceux qui ont laissé des témoignages sur Belay parlent de Belay finalement comme d'un village. C'est-à-dire c'est assez petit, tout le monde se connaît. Alors, c'est une sous-préfecture, c'est plus une petite ville moyenne. Village, en fait. Voilà. Mais en fait, les gens se connaissent. Et par exemple, le sous-préfet Pierre-Marcel Wilzer, à plusieurs reprises, il dit « Je retourne au village, je vais au village. » D'accord. Donc voilà, et c'était effectivement le nom de cette collection. Et puis c'est de la micro-histoire. Et c'était une aventure. Voilà, de toute façon, l'écriture, c'est toujours toujours une aventure. Voilà. J'imagine à la fois d'écrire et de lire pour nous, parce que moi, j'ai découvert énormément de choses. C'est pas du tout ma spécialité, cette période. Est-ce qu'on peut encore, d'ailleurs, apprendre des choses, vous, historien, apprendre des choses sur cette période-là ? On a l'impression qu'on sait déjà tout. Quand j'ai reçu, moi, la liste des livres, je me suis dit, encore un livre sur l'occupation, et j'en reçois beaucoup, moi, des historiens là-dessus. Et moi, j'ai appris plein de trucs encore. Bah oui, mais moi aussi, en l'écrivant, j'ai réappris. La petite histoire. J'ai réappris exactement. De toute façon, la micro et la macro-histoire, il faut maîtriser l'un et l'autre. L'un va pas sans l'autre. Non, alors moi, je suis parti. Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur l'histoire de l'occupation, qu'il y a beaucoup à apprendre encore sur l'histoire de la Shoah, sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, que les archives, c'est pas ce qui manque, que heureusement, on a un réseau d'archives départementales, enfin un maillage territorial avec des archives départementales dans lesquelles on trouve énormément de choses, dans lesquelles il y a des boîtes qui n'ont pas été étudiées, il y a des codes qui n'ont pas été étudiées. Et moi, surtout, je suis ressorti de ce livre en me disant,
En fait, il aurait fallu qu'il fasse le triple de taille parce que je me suis encore posé plus de questions et plus d'interrogations. C'est-à-dire que je suis ressorti de ce livre en me disant « Ah mais tiens, mais là il aurait fallu aller dans telle direction. Tiens, il aurait fallu aller dans telle direction. » Et puis par exemple, c'est la question de la dénonciation d'Izieux ou pas. Comment Barbie obtient... Comment ont-ils su Bon, il y a 1000 questions, il y aurait un article à écrire dessus. L'histoire de la résistance, quelque part, je donne les grandes lignes, mais j'aurais voulu aller plus loin. C'était quoi exactement les courants politiques ? Est-ce qu'il y avait des communistes ? Est-ce qu'il y avait des gaullistes ? Comment ils vivaient ça entre eux ? Il y a cette résistance héroïque dans le budget. Voilà. Et ça, on a envie de le détailler. Et moi, évidemment, je me suis retenu parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, je fouiller dans les archives. Et non, on ressort avec énormément de questions. Et pour tout vous dire, mais je pense que c'est pour tous les objets d'études pareil. C'est-à-dire que plus on avance, plus on se dit que finalement, on ne sait pas grand-chose. Oui, je suis d'accord. C'est le fameux « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Mais moi, c'est souvent ce que je dis des fois aux étudiants ou aux scolaires. Je leur dis, vous savez, plus on avance, plus on a l'impression qu'on ne sait pas grand-chose. Exact. Que la recherche de la vérité, de la recherche factuelle, l'analyse, ça ouvre à chaque fois une nouvelle fenêtre. Ça ouvre une nouvelle fenêtre. Des fois, c'est un peu désespérant, mais on s'accroche et voilà. Et donc, je suis ressorti de là en me disant, mais tiens, il faudrait que j'écrive sur ça. Et là, il y a peut-être sans doute quelque chose à aller fouiller. Enfin, il y a plein de choses, vraiment. Heureusement. Et vous avez votre éditeur, et en l'occurrence, là, Charlotte Baluet, l'éditrice, qui me dit, mon Pierre-Jérôme, on a un nombre de... Oui. Et attention à pas trop t'égarer non plus. Et heureusement qu'elle était là, justement, pour de temps en temps nous freiner. Et puis c'est vrai que quand on est plongé dans l'écriture, par moments on perd en lucidité en fait. C'est-à-dire qu'on est tellement dans son sujet qu'il faut faire attention parce qu'on s'adresse quand même à des lecteurs, il ne faut pas les perdre. Et puis on a des délais à tenir, on a un nombre de signes à respecter. Ouais, c'est bien de le rappeler. Voilà, exactement. Et que l'éditeur, il est là pour vous contenir, mais aussi pour apporter des corrections assez fines et voilà, donc ça a été à la fois très douloureux parce que c'est toujours compliqué, je trouve, d'écrire. Moi, j'écris pas avec facilité. Et c'est une chance d'avoir une éditrice qui vous oriente et qui vous permet de tenir un livre pour qu'il soit lu, on va dire, par un public large. On va dire. C'est vrai que c'est bien de ne pas l'oublier. Je me souviens qu'effectivement, moi, je m'étais un peu perdu à un moment donné en écrivant. J'avais oublié presque le sujet. J'étais parti sur mon truc. Pour vous rappeler, on a plus de 20% d'auditeurs qui ne sont pas français, qui ne sont pas en France. On va peut-être rappeler exactement où c'est cette région. Alors, Belay, on va dire que c'est à 80, exactement, c'est à 80 km de Lyon. Ça se trouve, une partie du budget est bordée par le Rhône. Voilà. Donc on n'est pas vraiment dans les Alpes, on est dans le sud, on est dans le sud du Jura. C'est dans le Bugey, qui est une partie montagneuse avec un plateau. C'est une région, franchement. C'est absolument magnifique, justement. Et dans cette région, vous avez cette sous-préfecture, et à côté de cette sous-préfecture, vous avez le village d'Izieux. C'est ça. Voilà. C'est un endroit absolument magnifique, voilà. Effectivement. Comment ça s'inscrit ce livre parce que vous avez fait beaucoup de travaux sur cette fameuse rafle d'Izieux. On va peut-être rappeler ce que c'est, parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Objectivement, je connaissais le nom. En plus, j'ai fait il n'y a pas longtemps une interview sur Klaus Barbie, enfin tous ces personnages, donc ça me l'a rappelé, mais c'est quoi exactement ? Alors Izieux, c'est un petit village dans l'Ain où en mai 1943... Donc juste à côté, on est oui, pardon, alors c'est à côté de Belay, c'est pareil, à peu près à 80 km de Lyon. Alors aujourd'hui, il faut 1 heure pour y aller. À l'époque, il fallait 4 à 5 heures. Alors comment on le sait ? Parce que quand on regarde le train, quand on regarde les prospectus dans les archives des lignes de bus, on voit qu'il y a marqué 4 à 5 heures. Donc, et le train est 4 à 5 heures. Voilà, il est guère plus rapide, alors qu'aujourd'hui, il faut 1 heure, une heure quasiment porte-à-porte de Lyon à Izieux, un peu plus quand il y a les bouchons. Mais donc, et dans cette commune, dans ce petit village, en mai 1943, vous avez une colonie d'enfants juifs réfugiés de l'Hérault, ils venaient de Lodève. Et avant d'être à Lodève, une partie d'entre eux étaient dans ce qu'on appelle des hommes d'enfants, parce qu'ils avaient été sortis, une grande partie d'entre eux, des camps d'internement français, parce que leurs parents étaient juifs étrangers. Alors certains étaient nés à l'étranger, à l'est de l'Europe, la plupart du temps, ou en France, mais considérés par Vichy
comme des juifs étrangers. Et vous avez des organisations, on va dire, humanitaires, pour les qualifier comme ça. Et l'une d'elles, qui est permise par Vichy, qui s'appelle l'œuvre de secours aux enfants, qui est rattachée à l'Union générale des Israélites de France, a la possibilité de sortir des enfants. Ça permet de soulager l'administration du camp. Et le génie de Losey, ça a été, pour faire simple, ça a été ensuite de disperser ces enfants dans les hommes d'enfants. Et l'administration française n'a pas le temps de courir après ces enfants. C'est comme ça qu'en mai 41, il y a une petite vingtaine d'enfants, d'abord, qui s'installent à Isieux. En mai 43, alors on y reviendra, parce que c'est en zone italienne, parce que la Suisse est pas loin, parce que Lyon est pas loin. Et Lyon, c'est une plaque tournante pour le sauvetage des enfants. Et il se trouve que le 6 avril 44, le chef de la Gestapo, enfin l'un des responsables de la Gestapo, Lyon, Klaus Barbie, donne l'ordre de venir arrêter les enfants 2 mois avant le débarquement, le 6 avril 44. Il y aura 42 enfants et adolescents déportés à Auschwitz, 2 en Europe du Nord et 7 adultes arrêtés. Donc c'est au total 51 personnes. Il n'y aura qu'une seule survivante, Léa Feldblum. Et cette histoire, elle est très connue parce que 1987, voilà. Procès Barbie du 3 mai au 4 juillet 87. Et ce procès Barbie, il a eu un impact. C'est le premier. Il a eu un impact absolument incroyable. Tous les gens qui ont travaillé sur le procès Barbie, vous prenez l'avocat Alain Jatubowicz, l'ancien magistrat Pierre Truche qui nous a quittés il y a quelques années, les journalistes, les enseignants. Moi, j'avais même pas 17 ans à l'époque. Ouais. On a été profondément marqués par ce procès. Et puis, alors, je ne savais pas qu'à l'époque, un jour, j'allais travailler à la maison d'Isieux. Oui, c'est vrai, c'est rigolo. Et donc, voilà. Et c'est vrai que ces enfants, ils ne vous quittent pas. Cette histoire, elle ne vous quitte pas. Et qu'on en apprend toujours aussi sur Isieux. On découvre de nouvelles photos. Il y a un mémorial aujourd'hui à Isieux. Il faut vraiment les visiter. Et c'est comme ça que vous avez connu Belay ou est-ce que... Oui, c'est comme ça. Oui, parce que c'est juste à côté. Puis quand vous allez aux archives départementales, vous regardez à la sous-préfecture de Belley quels sont les liens du sous-préfet, des sous-préfets, là en l'occurrence du sous-préfet, avec la maison d'Isieux, avec la préfecture de l'Ain, avec la préfecture de la région, enfin tout le maillage, tout le maillage administratif. Et en fait, il y a tout dans les archives. Voilà, il y a tout et pratiquement tout est ouvert. Et puis, il faut le reconnaître, on a des agents dans les archives départementales et des directeurs et des directrices font un travail remarquable. Et on vous ouvre vraiment les archives, on vient vous donner des conseils aussi. Et en salle de lecture, vous rencontrez toujours des gens qui font un petit peu un travail parallèle au vôtre. Alors pareil, vous donnez des astuces pour aller voir, tiens, mais tu devrais aller voir les affaires diverses. Ah, c'est encore humain, c'est bien. Oui, pas tous derrière leurs ordinateurs. Moi, je conseille ceux qui veulent travailler dans l'histoire, les archives, c'est... Alors, vous pouvez débroussailler sur Internet, mais globalement, il faut quand même aller dans une salle de lecture. Oui. C'est une histoire sensuelle. Toucher le papier. Il faut toucher le papier. À la salle de café, vous allez rencontrer des gens. Les gens qui vous amènent les documents, ils ont aussi des choses à vous dire. Donc, et puis, je reprends ça au beau livre d'Arlette Farge, Le goût de l'archive. C'est une expérience. C'est pas qu'une expérience intellectuelle, c'est une expérience sensorielle. Évidemment, le papier, la joie quand vous tombez sur un document qui vient éclairer vos recherches. C'est quand même une joie d'enfant quasiment, parce que vous êtes là, vous avez envie de crier. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Génial, voilà. On ouvre et on se dit, la boîte. C'est le document, ou c'est la boîte. Ouais. Et là, vous êtes complètement transporté. Et souvent, on voit les gens qui travaillent dans les archives comme des gens très besogneux, vraiment de manière un peu mécanique, alors que c'est, je trouve en tout cas, complètement le contraire. Et quand vous en parlez à des collègues médiévistes, pareil. J'ai une collègue, Jeanne Roule, qui enseigne à l'Université catholique d'Angers, qui a écrit un livre sur Hermode Lenoir, avec une approche incroyable, publiée chez Champvallon, qui est, elle raconte quand elle a pu approcher le document original, elle dit c'était une expérience quasi mystique d'avoir le... Oui, je comprends. Et moi, j'avoue, je vous cache pas que quand j'ai retrouvé, par exemple, des photographies des enfants d'Isieux, chez des particuliers, donc des boîtes d'archives qu'on avait aussi chez nous, à la maison d'Isieux, mais qu'on n'avait pas pris le soin d'aller fouiller, et vous tombez sur des documents originaux, vous êtes...
Oui. C'est une joie immense, c'est jubilatoire. Oui, je comprends. Malgré le sujet. Mais évidemment, malgré le sujet, mais vous avez, c'est grâce à cette jubilation aussi qu'on avance. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé vraiment bien d'ailleurs dans le livre, c'est qu'il n'y a pas le pathos, même si on vit avec eux, puisqu'en fait, depuis le début, juste avant la guerre, ça commence juste avant la guerre, l'annonce de la guerre, etc., comment le village apprend ça. Et puis au fil du temps, donc on a cette galerie de personnages, mais il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de... vous ne nous faites pas pleurer dans les chaumières exprès, quoi. Ça, c'est bien. C'est soi-même qu'on ressent et soi-même on vit les choses. Tout à fait, je pense. Et d'ailleurs, c'est établir des faits, c'est ça. Formuler des hypothèses, produire des analyses, en fait. Exact. Et qu'effectivement, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. On est d'accord. Voilà. Et l'établir les faits, c'est quand même ce qu'il y a de Et sur les enfants, c'est vrai que c'est un passage un petit peu difficile, mais il faut savoir que ça existe. Oui, complètement, bien sûr. Comment vous avez donc travaillé? Parce que je disais tout à l'heure, on vous imagine avec des tas de documents autour. Donc vous avez pris... il y a cette galerie de personnages que vous avez, que vous énoncez dès le départ. Et donc, vous prenez donc les lettres... Parfois, il y a des écrivains, des poètes, j'allais dire presque une superstar de l'art de l'époque. Carrément, une femme qui a bouleversé l'art moderne en France au début du XXe. Enfin, qui est là, en France, en Europe et dans le monde. Qui est américaine. Oui, Gertrude Stein, voilà. Et donc, tous ces personnages, donc, vous avez, et puis vous les reconstituez au jour le jour et on les suit, en fait. C'est un peu ça Exactement. Oui, alors j'ai eu la chance et je le remercie d'avoir... Il y a quelqu'un qui s'appelle Dominique Saint-Pierre qui a produit une biographie de Gertrude Stein qui est absolument incroyable. Il a fait un travail colossal. Et donc, j'ai commandé notamment les livres de Gertrude Stein, les livres et les livres sur elle. Voilà. Et sa compagne. Voilà, et sa compagne, Alice Toklas. Et puis j'avais des documents aussi de l'administration, donc les photocopies, voilà. Bien sûr. Enfin des photocopies, voilà, vous prenez avec votre appareil photo la copie, donc je les imprime, moi j'aime bien toucher le papier, donc c'est pour ça que ça fait des gros tas. Et et puis vous prenez des ingrédients, vous essayez de vérifier chacun des événements où vous dites que là il y a un doute, enfin que... Mais on est là entre des archives, des témoignages. Et il se trouve que Gertrude Stein, c'est une autrice majeure quand même. À la fois, c'est elle qui a permis à Picasso de démarrer sa carrière, mais c'est aussi un écrivain qui est remarquable. Et donc ça donnait, je trouve aussi c'est quasiment de la prose poétique. Ouais. Elle fait salon. Elle rencontre des gens qu'on connaît. Un certain François Mitterrand, vous le dites à un moment donné. Oui, alors ça, je tombe par terre, évidemment. Oui, alors ça, c'est absolument... Parce qu'alors, il se trouve qu'il y a Culose, donc, où Gertrude Stein, elle va habiter dans un petit hameau à côté de Belay. Et puis, à un moment donné, elle part, pour un peu plus s'isoler, au village de Culose, qui est, je crois, à 5-6 km de Belay. Et en fait... elle va recevoir la visite de François Mitterrand. Et il se trouve qu'à Culose, moi j'avais trouvé, en 87, François Mitterrand vient à Culose pour inaugurer un buste, alors qu'il est président, on est sous la cohabitation de Gertrude Stein. Et on se dit, mais pourquoi ? Alors, Gertrude Stein, qui est vraiment connue, soit des gens qui adorent l'art moderne, soit on va dire des gens qui étudient la littérature. Et puis une niche très particulière de la littérature, qu'est-ce que ça vient faire là ? Je l'avais vu, c'est un espèce de buste, il y a marqué, c'est le jour de mon anniversaire, le 18 juillet 1987, François Mitterrand a inauguré. Et c'est une époque où on ne sait pas encore, le grand public ne sait pas encore. Non, c'est pas encore qui est Mitterrand. Voilà. Et en fait, Mitterrand, dans l'entretien du Progrès, il dit je viens rendre hommage à une... Et en fait, il passe un temps chez Gertrude Stein et Alice Toklas parce qu'il vient voir une de ses maîtresses qui est juste dans le village en face. Une énième. Ça, je dis rien. Non, en plus, c'est attesté, hein, c'est pas une hypothèse. Ouais. Et on voit bien côté malin de François Mitterrand qui dit je viens voir la mécène de l'art moderne. Et
en fait, je pense que ça l'intéressait vraiment. Et en même temps, bon, il vient surtout, il vient surtout voir sa maîtresse. Et c'est vrai que ce buste, là, on se dit, mais qu'est-ce que vient faire Mitterrand à Culose, en fait, pour Gertrude Stein, qui est quand même... Et oui, alors c'est assez génial. Et c'est grâce à des gens comme Dominique Saint-Pierre aussi qu'on sait tout ça. Elle a vraiment fait un travail gigantesque autour de Gertrude Stein. Et voilà, donc c'est un régal aussi d'être accompagné, parce que Gertrude Stein, à la fois elle vit le quotidien, mais par rapport à la question de la résistance, et surtout par rapport à la question de la déportation des Juifs, elle est complètement à côté de la plaque. Oui, je veux dire, elle ne le voit pas, ou elle ne veut pas le voir. Alors elle parle un peu de la résistance, mais globalement sur la question principale, mais qui est plus ma spécialité de l'histoire de la Shoah, on voit bien qu'elle ne comprend pas cette guerre, en fait. Elle fait beaucoup de réflexions. En plus, hein. Elle est un peu âgée. Ouais, bon, enfin, je crois qu'elle a toute sa tête. Et elle dit des choses sur les guerres, donc ces guerres que j'ai vécues, qui sont, c'est quand même un peu des théories fumeuses, hein, très franchement. Et c'est Laurent Joly, il dit toujours, quand on a une période de guerre comme ça, ou juste un peu avant la guerre, et on a un nombre de théories fumeuses qui s'énoncent, qui s'énoncent et qui s'écrivent. Et je trouve que là, on est en plein là-dedans. Enfin, c'est-à-dire que, alors c'est super, c'est très agréable à lire, hein, c'est poétique. Ouais. Elle promène son chien Basket 2, dans la neige, elle va chercher du bois. Et en même temps, on sent que quand elle, par exemple à Culose, il y avait une déportation, il y a un convoi de déportation qui est passé par Culose. On a des adultes juifs étrangers du groupement de travailleurs étrangers juste en face de Ruffieux qui ont été intégrés au convoi. Elle n'en parle pas. Et c'est pas un secret, hein. Les gens l'ont vu, ça se sait. On sent que, un peu comme le sous-préfet Pierre-Marcel Wiesel, ils ne comprennent pas que dans cette guerre, il y a une autre guerre qui est la guerre génocidaire. Voilà. Ils ne comprennent pas cette spécificité. Ce qui peut paraître logique, vu que ça entre guillemets, c'est jamais arrivé à ce... Complètement. Voilà. C'est peut-être... ceux qui le perçoivent sont vraiment beaucoup de mérite. Oui. Voilà. Mais on voit bien qu'ils ne comprennent... C'est pas une guerre entre deux armées, une guerre classique, puisqu'il y a cette guerre dans la guerre. Et ceux qui le perçoivent, ils sont oui, on peut vraiment saluer leur mémoire, parce qu'effectivement à l'époque c'était pas évident. Après, c'est pas une condamnation de Gertrude Stein. Non. C'est juste que on prend beaucoup de plaisir à lire. À l'Ouest. Voilà, c'est ça. Et en plus, elle est extrêmement protégée, parce qu'elle s'appelle donc Stein. Elle s'appelle Stein, elle est juive américaine, et c'est ce que j'explique dans le livre, hein, les Américains, juive américaine, femmes et homosexuelles. Voilà. Beaucoup, Donc elle coche quand même beaucoup de cases, mais elle est protégée par Bernard Failly, qui est, on va dire, une haute personnalité de Vichy, qui est celui qui... un vrai vichiste. Hein. Oui, vraiment, mais qui est aussi un grand intellectuel, qui a étudié aux États-Unis, mais ce qui n'empêche pas, mais bien évidemment, et qui a beaucoup d'admiration pour Gertrude Stein, pour l'écrivain, pour la mécène. Et évidemment, il la protège et il donne des instructions. Alors, il la protège en tant qu'américaine, parce qu'à un moment donné, quand les États-Unis rentrent en guerre, on doit assigner à résidence les résidents américains, ce qui n'est pas son cas. C'est une juive étrangère et elle aurait pu être arrêtée et déportée. Ce n'est pas le cas, et elle a des instructions. Voilà. Elle est homosexuelle. Et elle est homosexuelle, et elle roule. Elle passe pas le permis, je crois, pendant la période de la guerre. C'est Alice Stock-Class qui le passe. Mais toutes les deux, elles s'affichent en couple, et elles ont une Ford, et elles conduisent avec cette Ford dans le budget. Bon, on se dit... C'est complètement... À rendre en film, ça va être génial. Ça serait une idée, parce qu'elle est... des scènes incroyables. Elle est... alors voilà, bref, c'est vrai que là, on aurait envie aussi d'aller plus loin. Et elle est éditée, le livre « Ces guerres que j'ai vécues » va être porté par le père de Bertrand Tavernier. D'accord. Voilà. Okay. Donc par exemple, alors elle est en lien avec le père de Bertrand Tavernier. Alors là aussi... vous vous dites, quelle galerie de portraits. Oui, c'est absolument dingue. C'est absolument incroyable. D'accord. Alors, j'ai découvert aussi, ça je ne savais pas du tout, vous en parlez, la clémence relative en fait, des Italiens. Parce que donc, complètement, oui. Les Italiens vont occuper donc, le village.
Voilà. Alors, ils vont remplacer les Allemands, en fait. Voilà, exactement. Il se trouve que quand l'opération Torche, le débarquement donc des Alliés le 8 novembre 1942, le 11 novembre, les Allemands décident d'envahir, d'occuper la zone non occupée. Et ils vont se partager les 11 départements, 8 en totalité et 3 en partie, de la rive gauche du Rhône. Et donc de novembre 1942 à début septembre 1943. Et il se trouve que les Italiens, en tout cas, il n'y a pas cette obsession raciale, de guerre raciale, génocidaire envers les Juifs. Et, ils ont eu des lois antisémites. Ils ont eu des lois antisémites. C'est surtout à partir de la République de Salo où ça va se durcir. Alors on n'en fait pas des anges du tout. Non. Mais il se trouve que c'est extrêmement documenté. Et Serge Klarsfeld avait réuni énormément de documents sur le sujet et publié où on montre que les autorités allemandes se plaignent à Berlin de la bienveillance, de la bienveillance des Italiens. Et on peut dire que les Italiens sont, moi j'utilise le terme, sont cléments envers les Juifs. Et il y a un document au musée de la Résistance de Grenoble, j'ai pas mis parce que c'était pas le sujet, où vous avez une conversation téléphonique qui est interceptée. Alors je sais plus si c'est les Allemands ou Vichy. Et en fait, la conversation, c'est un Juif qui est réfugié à Grenoble, qui téléphone à un cousin et qui lui dit « Tu devrais venir à Grenoble. Les Italiens sont des chics types. C'est une vraie Palestine ici. » C'est énormissime. Voilà, oui, donc c'est pour vous dire. Et puis on a des cas extrêmement concrets. J'ai mangé le nom de l'historienne qui est spécialiste de cette question-là. Désolé, c'est le matin. Grave, je suis un peu fatigué. Mais tout ça est extrêmement documenté. Et effectivement, on peut parler de clémence, voire dans certains cas de protection. Oui, je suis d'accord. Autre chose étonnante aussi, on est aujourd'hui dans une époque ultra connectée où on sait tout à la seconde de ce qui se passe. Je ne pouvais pas imaginer que dans un gros village, mais un village quand même, on puisse être au courant de Pearl Harbor. Bah oui. Ça, c'est dingue. Et en fait, ils sont au courant. Alors, ils sont au courant, et l'information passe vraiment. Oui, l'information passe. Pareil sur la question des photos, si je peux me permettre, parce qu'on a beaucoup de photos sur Isieux, pas assez, on en a quand même, et on a beaucoup de photos quand même globalement de cette période, et les gens prenaient beaucoup de photos, ils les prenaient, et ils les faisaient développer en plusieurs exemplaires. On a des photos d'Isieux, par exemple, en 3-4 exemplaires qui se passaient. Donc, souvent, vous savez, quand on dit aux jeunes, vous prenez trop de photos, on en prend beaucoup plus parce qu'il n'y a pas le souci du développement aujourd'hui. Mais à l'époque, on prend un nombre de photos absolument considérable. Alors, des fois, on peut s'étonner que, Laurent Joly en parlerait bien sûr mieux que moi, on peut s'étonner que lors de la rafle du Vélodrome d'hiver, il n'y ait pas eu plus de photos qui aient été prises. Alors, peut-être qu'un jour on en découvrira. Pour l'instant, on n'en a pas. C'est-à-dire qu'ils avaient peut-être des appareils photo, mais ils ne se sont pas amusés à les faire développer. En tout cas, on n'en a pas. Et une des interprétations... Je ressors 2 minutes, je vais faire développer ma photo, je reviens. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que sans doute cet événement n'a pas été considéré par les Parisiens qui l'ont découvert comme un événement à photographier et qui était somme toute assez facile à photographier. On dit oui, mais il y avait la peur des Allemands. Les Allemands, quand ils rentrent à Paris ou même à Lyon, là j'ai travaillé sur une exposition sur l'occupation à Lyon. Je vais dire, les photos, il y en a un paquet. On voit les Allemands, donc les Français pouvaient très bien photographier les Allemands. Alors la rafle, il fallait, à mon avis, faire attention, mais on n'en a pas. En tout cas, d'Isieux, on a beaucoup de photos. On a aussi des photographies de Belay. Il y a un fonds Bernard que je cite dans les sources alors j'ai plus le nombre de milliers de photographies de Belay et de sa région. Enfin bref, il y a de la matière, il y a de la source. Il n'y a pas de photo d'ailleurs dans le livre. Non, ça c'est l'éditeur. Ça aurait pu, voilà, ça aurait pu. Après, l'ouvrage que j'avais publié chez Fayard là sur Isieux, il y avait ce qu'on appelle du in-text, et il y avait des photos. C'est un procédé qui la reproduction n'est pas géniale quand même. Et puis ça, évidemment, ça mange des pages, du volume et du papier. Et on est d'accord, je suis d'accord. Alors il y a tout dans ce gros village. Il y a évidemment des collabos, il y a des justes aussi. Il y a cette fameuse Sabine Zlatin. Alors elle n'est pas juste, parce qu'elle-même, elle est juive en fait. D'accord. Mais très souvent, ça m'a permis de souligner un aspect intéressant de cette période, c'est qu'on associe souvent le sauvetage des Juifs avec des organisations d'entraide, type les Américains, les Suisses, le Secours suisse aux enfants. Et ce qu'il faut quand même noter, mais c'est vrai en France comme un peu partout en Europe, c'est que d'abord les Juifs, ils se sont sauvés
eux-mêmes et se sont organisés eux-mêmes. Alors ils ont été, certains ont demandé de l'aide, mais globalement, ils se sont, ce qu'on appelle l'auto-sauvetage. Voilà. Et il y a une, là c'est très clair, ils se sont pris en main. Et la création de la Maison d'Isieux, c'est une création sous couvert de l'œuvre de secours aux enfants, voilà, avec l'aide du préfet de Montpellier, du préfet de l'Ain et du sous-préfet Pierre-Marcel Wilzer, mais dans un cadre parfaitement légal. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous insistez d'ailleurs beaucoup. Voilà, je fais la différence entre l'aide. Exact. Qui est légal et le sauvetage qui est illégal. C'est pour ça que c'est pas toujours facile à comprendre cette période. On ne sait pas si quand il y en a qui disent le fameux c'est quoi, c'est l'épée et le bouclier, c'est enfin tout ça. Oui, on comprend pas toujours parce que c'est une période c'est une période extrêmement complexe. En plus, il y a une différence entre les juifs français et les juifs étrangers et ça c'est ce que montre très bien. Enfin, c'est ce qu'a montré très bien Serge Klarsfeld, Laurent Joly. Oui, c'est une période ça demande du temps effectivement pour. Moi, je me souviens qu'au début de mes recherches, je disais les Juifs. En fait, il faut faire attention parce que il y a les Juifs français, il y a les Juifs étrangers. Il se trouve que les Juifs étrangers, par exemple Sabine Zlatin, elle est juive polonaise, elle a été naturalisée française en juillet 1939. Donc du coup, elle perd sa nationalité française. Elle se retrouve comme juive étrangère et elle doit être, dans le cadre d'Isieux, elle est assignée à résidence à Isieux par la préfecture, comme tous les éducateurs. Alors pas les enfants, ni les adolescents, il faut être majeur, mais les adultes juifs étrangers, notamment les éducateurs d'Isieux, ils sont tous assignés à résidence à Isieux, et quand ils bougent ou qu'ils disparaissent, c'est ce que je montre à un moment donné, vous avez une éducatrice qui quitte Isieux, vous avez le maire qui fait le signalement, le maire fait le signalement à la sous-préfecture, la sous-préfecture fait le signalement à la préfecture de département, la préfecture de département fait le signalement à la préfecture de région, et la préfecture de région fait le signalement, au bureau, du service des étrangers, du ministère de l'Intérieur à Vichy. C'est comme ça qu'on peut reconstituer cette histoire. Voilà, alors, et la question, est-ce que ça, c'est parti à un moment donné au commissariat général aux questions juives? Est-ce que le commissariat général aux questions juives a transmis à la Gestapo? On n'a pas la réponse. Il y a des pistes. Et vous voyez, par exemple, est-ce qu'on sait tout? Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Il y a des recherches à faire. Et là, on a quand même des pistes pour savoir comment Barbie obtient cette information. Ça, visiblement, on ne sait pas. Voilà. Donc il y a encore des choses à chercher. Il y a encore des choses. Et il y a encore des choses à chercher. Des choses à chercher, notamment en Allemagne, en Belgique. Il y aurait des... Plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Et plein de choses à écrire. Voilà. Effectivement. Comme dit Laurent Joly, finalement, tout le monde n'est pas collabo, tout le monde n'est pas non plus juste. Enfin voilà, c'est la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous ? Dès que vous rapprochez la focale, tout devient. C'est ça. C'est les mérites de la micro-histoire. C'est pour ça que c'est que dès que vous rapprochez la focale, vous vous dites, les choses sont. Quelqu'un comme Pierre-Marcel Wilzer qui a accueilli les enfants, qui a vraiment été, et ça je l'ai vu dans les témoignages et dans les archives administratives, il a eu un rôle d'accueil, mais il a accueilli les enfants vraiment les bras ouverts. Jusqu'à sa mutation. Voilà, jusqu'à sa mutation. Mais parallèlement, c'est aussi quelqu'un qui a... qui a fait qui n'a pas hésité à rappeler, je le dis, le docteur Ben Driem a rappelé au Conseil de l'Ordre que le docteur Ben Driem était de race juive. Et quand vous retrouvez le document, vous avez, alors je ne sais plus si je le dis dans le livre, vous avez le document manuscrit et dicté, je ne sais pas si c'est de sa main, mais en tout cas, on a un document manuscrit, plus un document dactylographie. Ils insistent, quoi. C'est-à-dire que on voit bien, là, c'est un vrai document. C'est du travail. Bon, et vous avez des choses comme ça, mais qui malheureux. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans ce type de situation. On dit qu'est-ce que j'aurais fait en fait. On n'en sait rien. Face à la peur, face à la perception effectivement que l'on a. On sait qu'il se passe des choses à l'Est, mais d'abord le mot génocide n'existe pas en 1942. Et d'ailleurs c'est Daniel Cordier qui le dit dans ses mémoires à un moment donné. Il dit, moi je suis avant qu'il soit parachuté en France, il dit je suis à Londres et je lis 700 000 Polonais exterminés. Et il dit, moi quand je lis 700 000, c'est pas des hommes, des femmes et des enfants juifs,
c'est des partisans, c'est des résistants, c'est des soldats. Bien sûr, Donc il faut faire effectivement très 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 attention. Oui, je suis d'accord. Et puis il y a aussi l'époque, c'est-à-dire que il y a quand même un certain sentiment, on va pas dire d'antisémitisme, mais bon. Bon, ça oui, on sort de toute façon, on n'est pas très loin de l'affaire Dreyfus. C'est ça, faut pas oublier ça. Même dans les campagnes, l'antisémitisme et malheureusement il est bien répandu. Il y a un milicien donc à Belay et Méchaduc, lui qui vraiment est un milicien, un vichiste convaincu, tout à fait antisémite, anti-police, on a vraiment anticommuniste, qui est quelqu'un d'important puisqu'il tient une imprimerie, il s'occupe. Alors vous voyez par exemple un des manques dans le livre, mais dans mes recherches on peut pas tout faire. J'aurais bien aimé avoir travaillé sur l'archevêché de Belay, comment l'archevêché de Belay, voilà, par exemple une des pistes quoi. Alors à l'institution Lamartine, il y a eu des enfants juifs qui ont été cachés. En tout cas, pour un, on en est sûr, on a des témoignages, c'est attesté. Mais pareil, il aurait fallu savoir comment le monde catholique là se comportait. Voilà. Il y a une histoire avec les bouchers aussi qui m'a amusé. Je ne savais pas que les bouchers avaient fait une sorte de grève, en fait. Ouais, tout à fait. Parce qu'il n'y avait pas assez, parce que, des restrictions. Parce que... Oui, alors, dingue, en fait. Oui, alors, quand même, il faut se rappeler aussi, parce que si on lit l'occupation que sous l'angle de la Shoah, ça ne fonctionne pas. Ouais. D'abord, que sous l'angle de la résistance non plus. Ce que je trouve intéressant dans le témoignage justement de Gertrude Stein, et puis dans ce qu'on peut lire dans les rapports de moraux là, de la sous-préfecture, ou l'état de l'opinion, en fait, c'est que les gens, c'est un peu l'accommodement, c'est-à-dire qu'on a des restrictions alimentaires. On peut avoir aussi un fils aîné qui a été fait prisonnier pendant la campagne de France et qui est dans un stalag en Allemagne, que ça fait du souci, que dans un milieu rural, ça vous fait un jeune adulte en âge de travailler en moins, voire plusieurs, que les gens ils ont faim. Dans les campagnes, ça se passe quand même plutôt bien, mais il y a quand même des restrictions alimentaires. Il y a la question des prisonniers de guerre. Il y a la question des déplacements. En juin 40, les Allemands sont quand même pas très loin de Belay. Il y a des combats autour. Oui. On peut se demander, quand la guerre arrive, quand la guerre arrive à vos portes, c'est pas. Oui, parce qu'au début, il y a la fameuse drôle de guerre. Il se passe rien. Maginot, les gars, c'est bon. Voilà. Oui, et puis il y a quand même, on a du mal à. C'est quand même bien enseigné aujourd'hui est très bien documenté, c'est la stupéfaction au moment de la défaite de France, quoi. Là, il y a une espèce vraiment de stupéfaction. Donc il y a tout ça. Donc on peut aussi comprendre que les gens ils soient pris dans leur quotidien évidemment. Et de toute façon, à l'époque, personne. Alors les gens peuvent avoir idée de ce que c'est que des persécutions. Mais l'idée d'une extermination programmée systématique à l'est de l'Europe, avec un réseau de voies ferrées qui fait converger beaucoup de juifs dans les centres de mise à mort, personne n'a vraiment ça. Non, et c'est... voilà. Par contre, la question de la persécution et le fait qu'on arrête des enfants pour les envoyer à l'est quelque part, pas besoin de savoir que c'est la Shoah pour penser que c'est quand même très grave. Oui, voilà. On est absolument d'accord. Voilà. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre justement, Belay, sur la France ordinaire sous Vichy ? Est-ce que c'est un exemple, quasiment un exemple type ? Oui, je pense. En fait, alors après, il y a quand même, il y a à proximité de Lyon, de la Suisse, donc et puis il y a des personnages quand même. Oui. Je sais pas. Après, dans les communes, je pense que c'est à peu près type. On voit des gens en fait. Ce que décrit, je trouve, Gertrude Stein, c'est vraiment ça. Puisqu'on peut lire, c'est des gens, préoccupés par le ravitaillement, préoccupés par les prisonniers de guerre. Ça joue un rôle important. C'est souvent c'est pas négligé, mais on n'a pas assez de travaux. Alors, il y a Fabien Théophilakis qui a travaillé sur les prisonniers de guerre, mais je pense que ça mériterait encore plus de recherche et plus d'attention, et je pense notamment dans les campagnes, parce que ça vous prive d'une main-d'œuvre, en fait. D'abord, il y a le manque affectif, bien évidemment, mais il y a la question de la main-d'œuvre. Et là aussi, on aurait aimé en savoir plus. Je suis sûr qu'il y a plein d'archives, des carnets, des associations qui se montent. Mais je crois qu'il y a des historiens qui travaillent dessus. Moi, je ne suis pas spécialiste de cette question, mais en tout cas, j'ai remarqué que dans les témoignages, c'est quand même ce qui ressort énormément, et ce qui alimente les discussions dans les villages. Et
voilà. Je pense que c'est... alors il y a vraiment il y a Isieux, il y a Gertrude Stein, il y a ce poète maudit David Vogel qui est à Hauteville. Mais je suis sûr que dans plein de villages de la France occupée, on doit avoir des situations à peu près identiques, avec des personnalités hors normes qui viennent se réfugier. Moi, je vais très souvent en vacances, parce que mes parents sont rencontrés là-bas, j'ai de la famille en Margeride, au Malzieuville. Et je sais qu'au Malzieuville, il y a une filière de juifs qui ont été aidés, hébergés, cachés. Je suis sûr qu'il y aurait des choses à dire. Il y aurait, ouais, je pense. Je pense, voilà, il y avait la famille Defler aussi. Je pense qu'il y a, voilà, ce qu'il y a de spécifique effectivement avec Belay, c'est aussi cette histoire des enfants d'Isieux. Et puis quand même, pour tous ces départements, cette espèce de succession de zones d'occupation, avec les combats de juin, juillet 40. Une période de zone non occupée, et ensuite vous avez l'occupation italienne, les Allemands reviennent, et puis dans toutes ces zones-là, vous avez une zone, elle, qui ne bouge pas, qui est la zone interdite, c'est-à-dire le pays de Gex au nord de Belay, parce que c'est frontalier avec la Suisse. Voilà. Alors on apprend aussi, je ne sais plus si on parle dans le livre, mais que dans le pays de Gex, Barbie, à un moment donné, a travaillé là-bas. J'ai pas vu. Voilà, en lien avec, je crois que j'en parle pas, parce que c'est pas vraiment en lien avec l'histoire. En 42, il y a une opération à mener en Suisse, d'ailleurs qu'il échoue. Il échoue à cette opération, et bref, on a... donc là, c'est vrai que c'était quand même intéressant. Oui, c'est vrai. Et je regrette pas. En tout cas, vous ressortez avec aussi de la frustration, parce que vous avez forcément envie d'aller... Mais d'en savoir plus à chaque fois, d'aller plus loin, voilà, bien sûr, d'aller plus loin. Mais c'est vrai que c'est absolument passionnant. Alors j'en parlais avec vous hors micro avant de commencer. Il y a cette belle série qui s'appelle Un village français, qui reprend en gros le principe. Et alors eux, à la fin, et c'est la première fois que je voyais ça d'ailleurs, parce que en plus c'est le service public qui a fait ça, il y a cette occupation américaine que ne connaît pas Belay, justement, les Américains, parce qu'il y a quand même une occupation américaine, il faut aussi le dire, qui aurait bien voulu que ça se passe autrement à la Libération, mais ça, heureusement, on avait De Gaulle. Merci De Gaulle, exactement. Ça, eux, ils n'ont pas connu, parce que ce n'est pas les Américains qui ont libéré le sud de la France et qui sont remontés, c'est les Français. Coup de chance. Mais effectivement, il y a plein d'histoires encore qui pourraient... Oui, d'ailleurs, j'ai pris plaisir là, en venant vous voir ici. Je ne me suis pas recueilli, mais j'ai pris le temps de prendre un moment devant le monument, enfin le monument à la mémoire de Diego Brosset, quoi. Voilà. Alors moi j'y suis sensible parce que je suis à Lyon, et que voilà, et que c'est lui qui est monté avec sa Jeep à l'hôtel de ville de Lyon, puis que c'est une personnalité là aussi hors norme, passionnante. Et donc c'était voilà. Comme on se dit, là, vous arrivez à Bir Hakeim en métro. Alors d'abord, il y a Bir Hakeim, et puis vous tombez, et il y a Diego Brosset. Voilà, vous dites, ici, on est au centre de beaucoup de choses. Là, c'est là qu'il y a le fameux mémorial du Veldiv, etc. Oui, j'ai vu. Le discours de Chirac est là. Tout à fait, j'ai vu là. Donc on est bien placé. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous aimeriez que la jeune génération retienne de ce livre-là ? D'abord c'est ce que j'ai essayé quand je suis au contact d'élèves, d'étudiants, dans les formations d'enseignants. Les enseignants, ils le savent évidemment, mais d'abord l'importance d'établir les faits. C'est-à-dire de reposer sur... que tout récit historique se repose sur des archives qu'on croise entre elles. Et pourquoi les faits c'est important, et pourquoi la chronologie c'est important, et pourquoi les chiffres aussi c'est important. Parce que c'est ce qui nous permet de penser le monde commun. Parce que les faits ne sont pas des opinions. Voilà, c'est pas une opinion. Ça finit bien. Voilà, merci. Et que voilà, et que puis que la chronologie, puisqu'on en parlait là aussi en micro, c'est quand même le fil rouge le plus pratique. C'est quand même l'histoire du récit, et vous avez beau le tourner dans tous les sens. C'est absolument fondamental. Et c'est ce que je dis. 44 enfants d'Isieux. C'est pas 32, c'est pas 62, ou aucun enfant, c'est 44. On a retracé tout leur parcours. Certains, il faudra encore aller plus loin, bien évidemment. Et que ce sont ces faits qui nous permettent de penser le monde commun. Et donc, simplement que le travail historique, pour n'importe quelle période, il est utile pour que la France, l'Europe, le monde pense à un moment donné un monde commun. C'est ce qui nous tient, d'une certaine manière. Et sur la période, peut-être... la question de la complexité,
le fait que, oui, c'est très souvent en zone grise, mais qu'il y a quand même aussi des gestes héroïques, que vous pouvez être, que Pierre-Marcel Wilzer, finalement, est un peu à l'image de, c'est-à-dire qu'il est, il est impeccable avec les enfants, vraiment. Enfin, tout est extrêmement bien documenté. Et en même temps, dans sa tâche de sous-préfet, il a appliqué la législation antisémite du régime de Vichy aussi. Et voilà que ça apporte cette complexité. Et puis peut-être aussi, puisque j'ai mis donc beaucoup d'extraits des œuvres de Gertrude Stein, des poèmes de David Vogel, que la littérature aussi, quand on fait de l'histoire, c'est quand même vraiment bien. Oui, et que les grands textes, là aussi, la puissance des grands textes, ça, c'est intemporel et universel. L'histoire et la culture, c'est un tout. Mais non, mais complètement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tenu aussi à ce qu'il y ait cette... ça permet de rester debout, cette histoire de grands textes. Voilà, Vogel dit des choses terribles. Enfin, pour le coup, lui, il est quasiment visionnaire de ce qui va se produire, c'est-à-dire l'arrestation et la déportation à Auschwitz. Gertrude Stein, même si elle est parfois un peu à côté, d'une certaine manière privilégiée, elle voit bien quand même les dégâts de cette guerre, les prisonniers, leur ravitaillement. Et en fait, leurs voix nous permettent de rester debout. Et je trouve que c'est important. En tout cas, c'est pas fait pour faire pleurer, c'est fait juste pour qu'il y ait une prise de conscience, montrer que cette histoire est complexe, qu'il reste encore des choses à découvrir et qu'on apporte notre pierre à l'édifice, en fait. C'est d'accord. Voilà. Pierre-Jérôme Biscarat, vous êtes formidable. Vraiment. La couverture est très belle aussi. Hein. Oui, alors là, les graphistes ont fait un travail absolument magnifique. Les graphistes. C'est assez rare d'ailleurs. Hein. J'en parle jamais de la couverture. On ne fait pas du book talk ici. Non, mais voilà, moi, je vais redire quand même tout le bien que je pense des éditions Passé Composé. Parce qu'ils respectent en plus un vrai respect à tous les niveaux de leur auteur et de leur autrice. Et c'est pas partout dans toutes les maisons d'édition, c'est pas forcément comme ça. Et voilà. Je le sais, on n'en parle pas souvent, mais je le sais. Un village sous l'occupation chez Passé Composé. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi. J'espère qu'au prochain livre, vous viendrez nous voir. Maintenant, vous savez où on est. Avec grand plaisir. J'espère qu'un jour, il y aura aussi des livres sur l'après, sur la libération, parce qu'on a fait des choses pas terribles aussi. Il y a eu des camps de concentration en France. En tout cas d'internement, oui, il y a eu un... Je crois même un camp de concentration. Je dirais plutôt camp d'internement, mais... Oui, dans des circonstances immondes, mais bon... Voilà, oui, tout à fait. Par exemple, les enfants viennent de Rivesaltes, à Rivesaltes, par... je pense pas, il n'y avait pas de volonté de tuer, mais par exemple, il y a plus de 400 soldats allemands qui sont décédés des mauvaises conditions de vie, ce qui n'est pas digne du gouvernement provisoire de la République. Alors après, à l'époque, on ne peut pas mettre les moyens, on est dans une économie, on se reconstruit, mais bon, ça reste quand même une tâche. Certains Tziganes ont été libérés en 1946. Donc, je veux dire, oui, il y a des travaux, pas suffisamment, mais il y a quand même il y a des travaux. Et puis aussi, je pense aux femmes tondues, bien évidemment. Fabrice Virgili a beaucoup travaillé dessus. Et je pense notamment au film d'Alain Resnais, Hiroshima, mon amour, qui parle d'Hiroshima, mais aussi de cette histoire, de cette femme tondue. Ce qui est assez incroyable. Là aussi, la question du cinéma pour transmettre l'histoire, on se sent de grandes œuvres. Hiroshima, mon amour, c'est vraiment un très... De toute façon, Alain Resnais, tout est bien. Oui. Mais Hiroshima, mon amour, est quand même un film assez incroyable et sur ces violences absolument terribles de la libération et qui sont absolument dramatiques. Voilà. On est d'accord. Merci infiniment. Merci à vous. À la prochaine avec plaisir. Merci.